Elle est sous la colonisation. Mais à l'indépendance, la mairie a connu un premier maire tchadien qui s'appelle Djirabe Doralta, ex-Boyadi Bruno. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, on est à 23 maires, la composition actuelle. La composition actuelle par un maire et 3 adjoints. Et un secrétaire général qui est l'administrateur et un conseil municipal. Bon, la ville verte, je pense que logiquement tout Tchadien doit connaître la ville de Sarre parce qu'elle a été la capitale au temps colonial. C'est de là que la plupart des tirailleurs sont partis vers le Congo-Brazza avant d'aller jusqu'en France. Et ça a attiré plus de monde. Donc c'est une ville qui a fait d'elle l'histoire du Tchad, je pourrais même dire la première capitale du Tchad. Donc le département de Barko lui-même, il est composé de 4 sous-préfectures. Nous avons la sous-préfecture de Balimba, qui est tout juste à l'entrée. Nous avons la sous-préfecture de Koumogo, qui est frontalière avec la province du Mandoul. Nous avons la sous-préfecture de Moussafoyo, qui est pratiquement non loin de la frontière centrafricaine également. Et nous avons la sous-préfecture rurale de Sarre elle-même, qui coiffe le canton Kokaga et le canton Banda, qui sont des cantons reconnus. Et nous avons la mairie centrale qui est dans la ville de Sarre. Donc c'est ce département-là qui compose un grand nombre de la population, parce qu'il y a concentration de la population au niveau de la ville de Sarre et également dans la sous-préfecture du Koumogo, qui est l'une des grandes sous-préfectures qui a plus de population que les autres. Vous le savez, la province du Maïchari est limitée par plusieurs provinces. Il y a la province du Salamat, province du Guéra, la province du Chari-Bagrimi, la province de la Tandjilé et du Mandoul. Et en plus de cela, nous faisons frontière également avec la République serbe Centrafrique. Donc c'est une province qui est répartie en 4 départements et 38 sous-préfectures. Donc nous avons le département de la Grande Sido qui fait frontière avec la Centrafrique. Et nous avons le département de Lac Huro qui fait frontière avec le Guéra et également le Salamat. Nous avons le département de Barko qui fait frontière avec le Chari-Bagrimi, Atandjilé et également le Guéra. Et nous avons également le département de Barko Centre qui fait frontière avec la province de Mandoul. Donc c'est une province qui est composée d'à peu près 1 million d'habitants. C'est une zone également agro-silvo-pastorale où vivent plusieurs communautés. Et je pourrais même dire que la plupart des provinces du Tchad sont présentes ici dans la ville de Sarre, parce que le chef-lieu de la province c'est Sarre. Elle est composée d'une population cosmopolite et qui vivent depuis, je pourrais même, au-delà de 40 ans. Il y a des gens qui sont venus rester ici, pas seulement les éleveurs, les sédentaires, mais ceux qui sont
restés ici dans la ville de Sarr, et même certains sont venus il y a plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Bon, la cohabitation pacifique, je pense qu'au niveau de la province du Moyen-Chari en général et celle de Sarr en particulier, les gens l'ont fait bien avant. Ça fait des années que les gens ont commencé à vivre ici. Et si aujourd'hui vous faites le tour de la ville de Sarr, vous allez trouver des quartiers qui ont des noms en Songo. C'est des Centrafricains qui sont venus s'installer et qui ont vécu et qui sont restés. Et restés, je pourrais dire même aujourd'hui, certains sont restés. Et il y a des quartiers Paris-Congo. Il y a des noms de quartiers qui ont trait à des groupes de gens qui sont venus rester. Et ce qui montre que ce brassage-là existait bien avant. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux ne pas me tromper. Je suis convaincu que toutes les provinces du Tchad sont présentes ici. Et là, c'est parce qu'il y a cohabitation que les gens quittent leur province pour venir vivre ici à Sarr. Sinon, chacun a chez soi, il peut aller. Mais étant tchadien, tu peux vivre là où tu te sens mieux et là où tu es bien accueilli. Donc, il suffit de se respecter les uns et les autres, il suffit de respecter les us et coutumes des gens, et c'est tout, tu n'auras pas de difficultés. Excellence, la ville de Sarr est verte, certainement, il y a une volonté de la population à vouloir maintenir cette verdure. Et comment appréciez-vous la protection de l'environnement, que ce soit à l'intérieur du périmètre urbain ou tout autour, nous faisons allusion au niveau du parc de Banda. Bon, je pense que vous n'avez pas eu la chance de sortir en dehors de la ville de Sarr pour faire un peu le tour de la province elle-même, parce que c'est une province qui est, je pourrais dire qu'elle est entourée par des forêts et des arbres un peu partout. Il n'y a pas un espace où il n'y a pas des arbres. Pas seulement la ville de Sarr elle-même, elle est verte, c'est vrai, mais c'est toute la province qui est verte. Je peux vous dire que toute la province, elle est verte. Et ce qui fait que les gens ont ce respect-là par rapport à la ville verte elle-même et en même temps au respect de l'environnement, parce que l'environnement joue un rôle très important, parce que c'est cet environnement-là qui nous donne généralement pendant la saison de pluie une grosse pluie, et ça nous permettra de cultiver et ça nous permettra de faire paître nos bétails. Donc le problème de l'environnement concerne tout le monde. Ce n'est pas un problème de l'État, ce n'est pas un problème des agents des eaux et forêts, mais c'est un problème de la population de façon générale. Donc ce qui fait que chacun est appelé à protéger l'environnement. Donc au niveau même de la province, j'ai eu à effectuer plusieurs sorties, et dans nos sorties, on n'a pas manqué de répéter à ce que les gens puissent vraiment protéger l'environnement. Dans Sarr, nous avons des lycées, nous avons des collèges, nous avons des établissements primaires, c'est-à-dire écoles. Dans Sarr Centre, nous avons, c'est-à-dire en ville, nous avons au niveau moyen, nous avons 51 sur 83 du Barco. Donc, c'est-à-dire, dans Sarr, nous avons 51. Au niveau secondaire, c'est-à-dire les lycées, nous avons 23 lycées. Il y a des techniques aussi, donc nous avons 2 établissements techniques également. En ce qui concerne les tables-bancs, nous avons les tables-bancs, mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous disons d'abord merci à la première dame, c'est-à-dire la Fondation Grand Cœur, qui nous a envoyé 1000 tables-bancs. C'était pour les écoles. Cette année, et l'année dernière, je parle de cette année, on vient de commencer.
Donc en 2020, nous avons reçu encore 1000 tables bancs. C'est-à-dire 2 fois de suite pour la province du Moyen-Chari, nous avons reçu de la part de la Fondation Grand Cœur 2000 tables bancs. Donc les tables bancs qu'on avait reçues en première position, c'est-à-dire les 1000 tables bancs, c'est réparti dans des écoles primaires. Donc, dans les écoles primaires, c'est-à-dire dans toute la province du Moyen-Chari, dont SAR également en a bénéficié. Maintenant, deuxième table banc, deuxième dotation qu'on a reçue, c'est-à-dire les 1000 tables bancs récentes là, en 2020, nous avons reparti dans les collèges et les lycées. Et SAR également reçu. C'est-à-dire les établissements, les collèges et les lycées qui sont dans SAR ont également reçu leur part aussi. Mais comme j'ai dit au début, ce n'est pas suffisant. Mais je reviens encore dessus. Merci à la Fondation Grand Cœur. Aujourd'hui, dans notre province, l'éducation est à un niveau vraiment raisonnable parce que tous les établissements ont repris. La rentrée elle est effective, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau des instituts, tout est vraiment correct. Et même au niveau scolaire, parce que tout juste après le passage du maréchal, j'avais entrepris une tournée avec mes délégués. Et c'est pour aller constater est-ce que ces enseignants qui sont affectés réellement dans les différentes écoles sont déjà sur place, dans les différents établissements, est-ce qu'ils ont regagné leur poste, et est-ce que la reprise elle est effective sur toute l'étendue de la province. Donc ce qui nous a permis de faire ce tour-là et attirer l'attention des uns et des autres, parce que étant fonctionnaire de l'État, quand on est affecté à un poste, on doit regagner nécessairement son poste et se mettre au travail, parce que tu es salarié et on te paye, l'État ne te paye pas pour rien. L'État te paye parce que par rapport à un service, parce que c'est par rapport à un travail que tu fais. Donc le fait de rester à SAR, et quand on est affecté à Kumogo ou à Kiabe ou à Singapour, ça ne marchera pas. Tu seras automatiquement sanctionné. Donc on avait demandé à la déléguée ainsi que les différents inspecteurs de prendre leurs responsabilités et de nous faire la situation exacte pour que tout le monde soit dans leurs postes respectifs. C'est vrai qu'il y a encore certaines écoles qui sont en seco dans la province, mais aujourd'hui, je pourrais dire à 80%, toutes les écoles sont en matériel durable et Dieu merci. Nous espérons que la situation économique de notre pays puisse s'améliorer afin de permettre également de parachever le reste des écoles qui sont encore en séco, pour permettre à tous ces jeunes-là de vraiment continuer à bénéficier et à étudier dans de bonnes conditions. Nous avons des partenaires qui nous assistent. C'est le lieu ici de remercier surtout la Fondation Grand Cœur qui a toujours appuyé les différentes provinces, surtout en matière de tables bancs. Et nous avons reçu l'année dernière 1000, cette année encore 1000, donc c'est déjà un ouf de soulagement pour la province. Nous allons essayer de faire une répartition vraiment équitable pour que ceux qui ont bénéficié ne bénéficieront pas et pour que tout le monde puisse en avoir. C'est pas suffisant, mais quand même c'est un geste qui est important. Et nous demandons au ministère également de l'Éducation de faire aussi un effort et de mettre des tables bancs à la disposition de chaque province pour que les gens pourront bénéficier. Bon, il y a des projets comme ProCap, il y a d'autres projets qui appuient l'éducation, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Tant que l'État ne met pas les moyens, cet appui des projets est limité à certains niveaux. Donc ça ne permettra pas à toute la province d'en profiter. Donc je crois que le mieux c'est que l'État puisse reprendre en charge vraiment et s'investir dans l'éducation. Et là je crois que nous avons déjà eu la construction de l'Institut des petits métiers
pour ceux qui veulent apprendre très rapidement et être sur le marché. Et là, avec l'appui du maréchal du Tchad, la pose de la première pierre a été déjà faite. Le financement est acquis, c'est un financement de la Banque mondiale qui va démarrer très bientôt. Donc c'est un ouf de soulagement parce que cet institut de formation des petits métiers regroupe des plombiers, des électriciens, des tailleurs, des maçons, et voire même des peintres. Donc c'est des métiers qui sont sur le champ où tu peux trouver un petit marché qui te permettra de te prendre en charge, parce que avoir un diplôme c'est autre chose, mais avoir un petit métier c'est autre chose également. Donc ça permet à ces gens-là de vraiment profiter et se mettre à la disposition de la population. La délégation, d'une manière globale, est composée de 90 formations sanitaires, où les 77 sont fonctionnels, comme dans notre terme, nous le disons, comme ça, et 77 sont des centres de santé qui sont fonctionnels, et 9 hôpitaux. Pour une population de 838 828 habitants. Et aussi, la province de Moyen-Chari, c'est une province qui accueille aussi les réfugiés et les retournés. Comme vous êtes sans ignorer, le conflit ou la guerre chez notre voisin de la République centrafricaine font que nous avons un site de réfugiés à Maro et 3 autres sites de ce qu'on appelle les retournés, aussi mis au niveau de la frontière pour accueillir nos frères qui ont besoin d'être assistés. Aussi, nous avons aussi des populations très difficiles à accéder à leur niveau, c'est les populations nomades et les populations insulaires qui sont dans les zones, par exemple, qu'on appelle dans le département de Korbol, ou le district de Korbol, et dans la zone de Boum-Kébir. Vous savez que nous écoutons un grand lac, le lac Hiro, qui est actuellement à un niveau très élevé, et c'est pas facile d'atteindre, par exemple, des zones comme les zones Korbol, où il y a des populations difficiles à accéder. Donc, un peu globalement, d'une manière ramassée, ça, c'est un peu la situation globale comme ça de la province du Moyen-Chari. De façon générale, sur le plan sanitaire, la province du Moyen-Chari, elle n'a pas trop de difficultés parce que nous en sortons très bien. Et l'un de nos soucis c'était la radio, parce que nous n'avons pas de radio. Il y a des radios au niveau du centre de prêtres ou bien au niveau de la CST, mais ce n'est pas accessible à toute la population parce que c'est loin et c'est payant non plus. Donc nous avons fait un grand effort pour acheter une nouvelle radio à l'hôpital provincial de Sarre, qui est déjà opérationnel. Donc ça c'est un ouf de soulagement pour la population et c'est à un prix très, très dérisoire parce que pour ceux qui sont internes, c'est à 3 000. Pour ceux qui sont externes, c'est 5 000 francs. Donc je pense que c'est largement suffisant. Et comme vous l'avez dit, il y a d'autres maladies qui essayent de prendre de l'ampleur, mais avec la sensibilisation et la mobilisation des uns et des autres, et avec la mise en place des vaccins à temps par le ministère de la Santé, surtout parlons du paludisme qui, à l'approche de la saison de pluie, essaye de faire des dégâts jusqu'à la saison de pluie, mais l'État met toujours des moyens, des vaccins. Au début,
de la saison de pluie et à la fin de la saison de pluie. Donc ce qui fait que nous vaccinons nos populations à temps. Et également, il y a les moustiquaires imprégnés que nous distribuons pendant la saison de pluie à toutes les familles. Mais les gens ne respectent pas parce que des fois ils restent dehors, ils causent et quand ils rentrent dans leur moustiquaire, ils sont déjà piqués par les moustiques et le lendemain ils tombent malades. Alors qu'il est souhaitable de rentrer dès 18h dans les moustiquaires, mais les gens ne le font pas et ça pose toujours des problèmes. Donc il y a également l'accouchement et surtout la mortalité enfantine parce que les gens ne respectent pas. Malgré qu'on leur dise de se rapprocher des centres de santé ou des districts pour leur prise en charge, et ils mettent du temps. Soit ils commencent l'accouchement et quand ils viendront, c'est avec des complications déjà, donc il faut passer automatiquement à l'opération et ça pose problème des fois. Donc nous n'avons pas manqué de faire cette sensibilisation et même le ministère avec les différents partenaires ont fait des formations aux différentes accoucheuses également pour leur demander de vraiment s'approcher des centres de santé et des districts, même si elles veulent pratiquer cela, qu'elles le fassent de façon ensemble et plus technique que traditionnelle. Vous êtes au sein de la délégation provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance. Nous sommes une délégation provinciale et installée plus précisément à Sarre, dans la province du Moyen-Chari. Notre délégation compte un certain nombre de services. Nous avons le service de la protection de l'enfance, nous avons le service des handicapés et des personnes âgées, nous avons la division de l'équité, de la femme, de l'équité et du genre, nous avons la division de la solidarité nationale et de l'action sociale. Actuellement, nous sommes en train de perdre ce service-là qui a été rattaché au niveau de la santé publique. Nous sommes une délégation composée à niveau de SAR d'un centre social et d'un jardin d'enfants publics qui sont en dehors de la délégation et que souhaitez visiter de façon ponctuelle si ça vous arrange. Au sein de la délégation aussi, nous abritons le centre de couture, de formation de couture, qui nous a été très généreusement fourni et équipé par la Fondation Grand Cœur. C'est en quelque sorte un peu tous les services de la délégation. Actuellement, nous avons un service administratif et financier qui est à côté aussi, mais ce sont un peu notre politique interne. Qu'est-ce que vous faites en faveur de la femme? Nous avons instauré une politique de formation d'abord parce que nous savons que tous les problèmes de la femme viennent à peu près d'un problème de malformation et de sous-éducation. Donc notre principal problème actuellement est d'essayer de prendre les femmes, de les générer, de les regrouper et de les former. Mais de les regrouper de façon intelligente. C'est-à-dire que nous essayons de voir les groupements qui existent. Notre politique actuellement, c'est d'essayer de les migrer en coopérative selon leur domaine d'activité. La transformation, le petit commerce, etc., etc., de faire de telle sorte que chaque femme soit spécialisée dans le domaine dans lequel elle exerce. Nous avons eu la chance d'avoir, de la part du ministère aussi et de la part de la Fondation, un certain nombre de matériels, des moulins, des matériels agricoles, etc., que nous avons mis à disposition de ces femmes-là, à la condition d'une formation et à la condition de regroupement en coopérative active. Et les services de la femme, équité et genre sont chargés de surveiller, regrouper ces femmes, de les former et de les suivre dans leurs activités. Et dans vos activités, est-ce qu'il y a des difficultés ou bien vous avez quelques messages à lancer encore à l'endroit de votre partenaire? Nous sommes aussi principalement, ce que nous avons l'air d'oublier, nous sommes aussi la délégation provinciale de la femme et aussi de la protection de la petite enfance. Nous essayons aussi de faire par rapport à la petite enfance, nous essayons de mettre un certain nombre d'activités pour la protection de la petite enfance, ensuite pour les aider à la scolarisation, depuis le préscolaire
et les aider, les accompagner jusqu'au scolaire. Et notre souci primordial actuellement, c'est d'essayer d'inciter les gens à l'éducation des filles. Nous essayons de faire, nous donnons un accent particulier à l'éducation des filles. Nous encourageons les parents à envoyer leurs filles à l'école, et c'est ce que nous faisons par un certain nombre de sensibilisations. Nous avons aussi, dans le cadre aussi de la protection de la petite enfance, un certain nombre de lois qui ont été édictées par le gouvernement du Tchad. Nous essayons de les faire respecter, comme l'obligation d'amener les enfants à l'école pour leur protection, la divulgation des enfants dans la rue, des enfants vivant et travaillant dans la rue, et les petits muhadjirines, nous essayons de les encadrer aussi pour essayer d'éviter que ce phénomène s'accroît. De l'ONAGES. L'ONAGES, c'est l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. Elle a pour mission de soutenir les initiatives des jeunes, développer le sport à la base, suivre des infrastructures et les aires de jeu, en quelque sorte soutenir les jeunes dans toutes leurs préoccupations concernant la formation entrepreneuriale. Et les Fonds national d'appui à la jeunesse et l'octroi de crédit aux jeunes, faire les suivis, etc. etc. Et puis l'ONASPOR s'occuper du suivi du stade et les aires de jeu. On est dans le Moyen Chari, surtout à Sar, dans la ville de Sar, et au quartier d'Oyaba, là où se situe le centre de l'Afrique. Donc j'invite tous les Tchadiens de venir voir le centre de l'Afrique qui est situé sur le quartier d'Oyaba, pour que tout le monde vienne voir, et s'il y a un projet qu'on puisse aménager ce site, ça va être bon. Le parc de Manda, c'est un des anciens parcs, c'est vrai. Et les événements que le pays a connus ont obligé ces animaux à quitter ce parc parce que le passage des différents groupes armés par le Moyen Chari ont fait que les animaux ne pourront plus rester dans ce parc. Et ce qui a obligé ces animaux-là à quitter et profiter pour traverser le parc des Akouma et se retrouver même au-delà du Tchad. Certains se sont retrouvés en Centrafrique et voire même au Zaïre. Et c'est là que petit à petit, quand le parc, surtout celui de Salmat, a commencé à reprendre avec l'appui de l'Union européenne, que tous les animaux sont revenus. Et aujourd'hui, nous trouvons certains animaux au niveau du parc de Manda. Et c'est pourquoi l'arrivée du maréchal du Tchad ici à Sar nous a instruit et instruit également le ministre de l'Environnement afin que ce parc-là puisse retrouver ses noblesses et que nous puissions mettre les moyens nécessaires pour que ce parc soit protégé.